de prendre un moment, un mardi soir pour venir participer à une assemblée politique, pour poser des questions à votre représentant, à votre premier ministre, pour participer, pour soulever vos préoccupations, pour être entendu. Pour moi, c'est extrêmement important, mais pour vous aussi, ça fait partie de vos responsabilités en tant que citoyen d'être informé, de soulever les enjeux qui vous préoccupent, pour exiger de bonnes réponses. J'espère pouvoir vous en offrir une couple. Mais pour moi aussi, c'est une chance de vous entendre directement, d'entendre qu'est-ce qui fonctionne moins bien, de savoir là où on doit continuer à travailler. Mais je peux vous dire qu'en même temps, j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire ici au Québec, 40 députés, 39 plus moi, qui représentent tous les coins du Québec et des gens comme Marie-Claude Bibeau qui sont au Conseil des ministres, qui soulèvent régulièrement des enjeux qui sont importants pour tout le Québec, mais aussi pour notre belle région d'Estrie ici. Mais aussi des gens qui soulèvent au caucus, soulèvent au Parlement vos préoccupations. Ces derniers jours, je me suis promené un peu dans les provinces de l'Atlantique, en Ontario, à la fin de la semaine passée, pour faire des rencontres publiques comme ça, pour prendre les questions. Il y a des thèmes qui reviennent régulièrement. Des thèmes, nos anciens combattants, par exemple. On ne peut pas être ici dans ce magnifique manège militaire sans réfléchir aux hommes et aux femmes qui servent dans nos forces armées et comment comme il faut les soutenir quand ils reviennent de leur service. Je réponds beaucoup à des questions sur la santé mentale. On a beaucoup de jeunes qui m'ont parlé de leurs préoccupations par rapport à ça et je suis tellement encouragé de voir les gens en parler, les gens reconnaître que c'est un enjeu qu'il faut réellement adresser. Il y a d'autres préoccupations qui reviennent, des questions d'immigration souvent, et je suis tellement content de pouvoir être ici à Sherbrooke. Je viens de prendre quelques minutes avec l'épouse de Raif Badawi, Ensaf Haider, qui est ici ce soir. Où est-ce que vous êtes avec vos enfants, là? Voilà, juste plaisir de vous voir ici. Vous savez très bien, Haider, à quel point les gens de Sherbrooke, les gens du Québec, les gens du Canada entier vous ont dans leur cœur et on est tous en train d'être très préoccupés par la situation auquel fait face Raif. Ça fait sa 5e anniversaire de naissance qu'il célèbre en prison en Arabie Saoudite et on continue de travailler à toutes les fois qu'on rencontre des représentants du gouvernement saoudien. On est en train de soulever son cas, on est en train de travailler très fort pour essayer de l'amener pour qu'il rejoigne sa famille. Je sais que c'est un enjeu qui nous préoccupe tous, mais ça fait partie de l'engagement et de la présence du Canada de façon positive dans le monde, de défendre les droits humains, d'avoir des conversations sur des enjeux importants. Et je sais que c'est un exemple de quelque chose qui nous tiennent à cœur en tant que citoyens, le rôle du Canada dans le monde, comment on est actif. Mais tout ça, c'est des enjeux dont je parle depuis plusieurs jours et j'ai bien hâte d'entendre vos préoccupations ici à Sherbrooke. Il va en avoir qui vont ressembler à ça et j'espère des nouvelles aussi. Et sur ce, pas de grand discours ce soir, on passe à la période de questions. Et je vais commencer ici, puis je vais faire un peu le tour de la salle, un après l'autre, là. Mais vous, madame. Bonjour, mon nom est Marie-Ève Roux. Je suis militante et travailleuse au sein du mouvement des femmes ici à Sherbrooke. En fait, j'ai 2 points. En fait, concernant l'accord de Paris qui a été adopté l'année dernière, dans lequel le Canada s'est engagé à diminuer ses GES de 30 %, si ma mémoire est bonne, d'ici 2030. Oui. Puis concernant toutes les mobilisations citoyennes qu'il y a eu à l'égard de des projets comme le projet Énergie Est au Québec, j'aimerais savoir comment le Canada fait pour encore donner son appui à des projets de l'éoduc. Puis il y en a d'autres, entre autres, par rapport au sable bitumineux dans l'Ouest. J'aimerais savoir comment le Canada ne pourrait pas plutôt développer des initiatives de développement durable, d'écologie plus verte.
Puis mon deuxième point, en fait, concernant le sort des travailleuses domestiques, qui sont beaucoup des femmes venues des pays du Sud. On sait qu'il y a encore des nouveaux projets au Québec qui sont déposés pour faire venir davantage de femmes dans des situations de défavorisation. On parle de jeunes orphelines du Nicaragua dernièrement dans le Devoir. À savoir quel engagement votre gouvernement en fait, va prendre pour changer leur sort. Merci. Merci beaucoup pour ces deux bonnes questions et pour votre travail impliquée et évidemment importante pour défendre les droits de ces femmes-là. Pour nous, le gouvernement fédéral a un rôle important à jouer dans la défense des droits de tous et toutes qui habitent ici au Canada, que ce soit des gens venus pour travailler temporairement ou des gens qui sont ici de longue date. Nous devons d'assurer qu'il n'y a pas d'exploitation, que les gens sont dans des conditions de travail respectables et défendues et protégées. Et donc, nous allons continuer de travailler avec des organismes comme la vôtre et s'assurer que ceux qui enfreignent à la loi, qui ne respectent pas les droits des travailleuses domestiques ou d'autres, souffrent des conséquences. On a besoin d'assurer que le Canada continue d'être dans toutes ses articulations un pays juste pour tous et toutes qui y habitent et qui y travaillent. Par rapport à l'énergie, l'environnement, l'économie, je dis depuis longtemps, et on le sait, qu'on ne peut plus séparer ce qui est bon pour l'environnement ou bien ce qui est bon pour l'économie. On se doit de bâtir une économie qui est en train de protéger l'environnement. On se doit de protéger l'environnement tout en créant la croissance économique nécessaire, en créant de bons emplois pour aujourd'hui et pour dans des générations. C'est pour ça que nous nous sommes engagés avec les autres provinces à mettre sur pied un cadre pan-canadien pour contrer les changements climatiques. C'est la première fois, il y a bien des gouvernements qui ont des cibles, qui ont annoncé des cibles de réduction de gaz à effet de serre. Il n'y a aucun gouvernement jusqu'à présent qui a mis sur pied un plan pour réduire réellement ces gaz à effet de serre. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est justement ce plan-là avec toutes les provinces impliquées. Une partie de ça, ça va être la tarification de la pollution causée par le carbone. Toutes les provinces et territoires vont être assujettis à une tarification sur le carbone. C'est les provinces qui vont choisir la façon de le faire, mais il faut absolument le faire. On va aussi investir énormément dans l'énergie renouvelable, dans les nouvelles technologies, dans l'efficacité énergétique. On va faire bien des investissements là-dedans. En même temps, le fait qu'on a pu faire adopter partout au pays, ce plan-là, ça fait partie du fait que l'Alberta est en train de transformer son approche sur les sables bitumineux, d'améliorer leur production, leur efficacité et aussi de mettre une limite absolue sur l'émission des gaz à effet de serre par les sables bitumineux. Donc, les oléoducs qu'on a approuvés vers l'ouest fonctionnent à l'intérieur de cette limite absolue. On est en train de réduire nos gaz à effet de serre, on est en train de gérer la transition qui va nous permettre de réduire et éventuellement d'éliminer notre dépendance sur le pétrole comme source d'énergie. Mais on sait que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Il va falloir qu'on aide les familles, les travailleurs à faire cette transition dans les années à venir, tout en s'assurant qu'on est en train de faire tout ce qui est nécessaire pour protéger l'environnement. Il va y avoir des gens qui vont préférer qu'on fasse plus pour l'environnement. Il va y avoir des gens qui vont préférer qu'on fasse plus pour l'économie. On ne peut pas plaire à tout le monde dans ce dossier-là. Mais en tant que gouvernement, on est très conscient qu'il faut faire cet équilibre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a mis en place un processus indépendant, rigoureux pour évaluer les projets d'oléoduc et ça se poursuit dans le cas d'Énergie Est pendant encore des années. Et sur les processus des pipelines vers l'ouest, on a suivi le processus. On a approuvé avec l'appui de plusieurs communautés autochtones. Il y a d'autres communautés qui ne le veulent pas, mais on ne peut pas faire l'unanimité là-dessus. Et en même temps, on a mis sur place un plan de protection des océans
qui représente des investissements historiques de plusieurs milliards de dollars dans la protection de nos océans et de notre côte atlantique et de notre côte pacifique, parce que les gens savent qu'on se doit de gérer bien cette transition, de créer les emplois, mais de s'assurer qu'on est en train de protéger notre environnement, nos océans, notre atmosphère pour les générations à venir. Merci pour votre question. Prochaine question. Vous, monsieur. Bonsoir. Est-ce qu'il est ouvert? OK. Robert Bellefleur, Lac-Mégantic. Bonsoir, M. le Premier ministre. Je veux vous parler de la voie de contournement. On sait très bien que le Canada est un pays très sympathique, très empathique aux causes humanitaires. Partout dans le monde, on le voit s'élancer rapidement pour aller aider des pays qui sont aux prises avec des difficultés particulières humanitaires. On pense à Haïti, l'Afrique, on pense à d'autres pays qui en ont bien besoin. Nous, les Méganticois, on se pose la question suivante. On vit quand même une situation très, je considère humanitaire, moi, parce qu'il y a une détresse actuellement à Lac-Mégantic qui est même documentée dans la santé publique. Ça fait 4 ans pratiquement que ça perdure, cette situation-là. On ne comprend pas pourquoi on tarde tant à annoncer la solution qui permettrait à la population de Lac-Mégantic de vivre enfin en sécurité. Alors, on vous demande ce soir, quand allez-vous annoncer la construction de la voie de contournement? Merci. Merci. Je suis très content de vous voir ici ce soir. Merci Robert, merci à tous qui sont venus ici de Lac-Mégantic. C'est une tragédie abominable qui s'est passée chez vous. Je suis allé visiter une couple de fois dans les mois et les années qui ont suivi et on le sent quasiment physiquement, la détresse qui continue. L'état de choc dans lequel trop de gens vivent encore. Et je comprends à quel point c'est important pour vous, cette voie de contournement. Et je suis d'accord que c'est quelque chose qu'on devrait vraiment faire. Pour le faire, par contre, il y a un processus qui doit être suivi avec la province, avec le fédéral, avec la municipalité. Ce que je me suis engagé à faire avec notre ministre Garneau, qui aussi est allé plusieurs fois vous rencontrer, c'est d'accélérer autant que possible le processus pour arriver à vous aider. Le processus d'évaluation relève actuellement de la province du Québec. C'est une responsabilité de Québec, mais on est en train de travailler avec eux, de les encourager, d'accélérer le processus. Demain matin, j'ai une rencontre avec votre maire de Lac-Mégantic pour parler justement de ce dossier, pour regarder comment nous allons pouvoir aider cette communauté-là qui a été heurtée, quasiment anéantie de façon émotionnelle par cette tragédie, à commencer la guérison. Je suis d'accord avec vous. Ça fait, on a pu rebâtir un certain niveau physiquement, mais un niveau émotionnel. Je comprends à quel point vous êtes encore en train de vivre des moments difficiles. Nous les partageons tous. Il n'y a pas un Québécois, un Canadien qui ne se souvient pas de cette nuit horrible il y a 4 ans. Nous demeurons avec vous et nous allons vous accompagner pendant cette période de guérison et on va travailler pour faire tout ce qu'on peut pour vous aider avec cette voie de contournement. Ça va être Ottawa, ça va être Québec, ça va être nous tous ensemble qui allons faire ce travail avec vous. Merci. Oh, monsieur. Oui, c'est allumé. Juste parler. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Trudeau. Nous nous sommes déjà rencontrés. Rapprochez le micro un peu. Oui. Bonsoir, Monsieur Trudeau. Nous nous sommes rencontrés aux funérailles des 47 victimes de la tragédie de Lac-Mégantic. Nous étions dans la rue et vous aviez contresigné une pétition exigeant la construction d'une voie de contournement ferroviaire afin d'éviter la récidive d'une telle catastrophe. C'est la seule solution, mais depuis, force est de constater que le combat contre les trains d'enfer se déroule à pas
de tortue. Je me réjouis grandement ce soir de vous entendre, d'entendre de vos propres paroles que vous êtes en faveur encore de cette voie de contournement. Je suis très ému. Je ne suis pas de Mégantic, je suis des environs et je me suis dévoué énormément pour aider les gens, les amis qui sont là-bas. Et c'est une grande journée aujourd'hui, la première fois que les paroles viennent de vous. Et je suis pas mal sûr qu'on va y réussir et le plus tôt possible. Merci. Merci. Écoutez, merci de ce renforcement. On sait très bien que nous avons besoin de travailler ensemble pour résoudre ce problème. J'entends clairement à quel point les gens réclament cette voie de contournement. Et comme j'ai dit, on est en train d'y travailler avec la province, avec la municipalité. On va continuer le processus d'évaluation qui est en train d'être fait. On va vouloir l'accélérer et on espère pouvoir livrer pour la ville. Merci pour la communauté. Merci beaucoup. Question ici. Vous, madame. Oui. Bonsoir. En tant qu'étudiant en pharmacologie à l'Université de Sherbrooke, nous avons remarqué que malgré la grande importance et l'avenir prometteur que le domaine médical a au sein d'une société, les fonds accordés aux industries pharmaceutiques et surtout dans le domaine de la recherche est très minime. Donc, pensez-vous investir davantage dans ces secteurs qui sont la base fondamentale de l'avancement scientifique et de la découverte de médicaments? Oui, absolument. Nous, en tant que gouvernement, mais en tant que pays, on croit profondément à la science, à la recherche, à l'innovation. On sait que, oui, on a des ressources naturelles et on peut en être fier, mais nos meilleures ressources, c'est nos ressources humaines. C'est nous, les Québécois, les Canadiens, qui sont bien éduqués, qui sont innovants, qui sont toujours à la recherche de nouvelles solutions, de nouvelles façons de résoudre des grands problèmes. Notre industrie pharmaceutique, notre industrie médicale, elle est de classe mondiale, mais on se doit de continuer à investir. C'est pour ça que nos investissements en infrastructure pour les universités, dont l'Université de Sherbrooke à travers le pays, nos investissements en sciences, en recherche fondamentale, nos investissements dans comment on va pouvoir mieux accompagner une population qui est en partie vieillissante avec les médicaments à prix modique, disons qu'on a encore du travail à faire pour réduire le prix des médicaments au pays, mais en même temps, on se doit de s'assurer que la recherche se fait, que des nouvelles découvertes se font, qu'on est encore en train d'investir en sciences et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Merci pour votre question. Vous, madame. Oui. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Je m'adresse à vous ce soir en tant que personne impliquée dans une organisation qui existe depuis plus de 62 ans ici et qui accompagne les réfugiés et les immigrants à s'installer dans la région. On les accompagne dans leur intégration socio-économique et culturelle et on les accompagne également à réussir leur examen à la citoyenneté. Monsieur le Premier ministre, nous avons des difficultés à servir nos clients parce que nous avons de la difficulté en communication avec vos fonctionnaires. Et entre autres, je vous donne l'exemple d'une famille syrienne qui est arrivée ici en février 2016, donc ça va faire presque 1 an. Il y a une faute d'orthographe sur leur nom de famille, sur leur carte de résidence permanente. Ça semble anodin, mais ça les bloque dans toute leur démarche qu'ils doivent faire pour obtenir leur carte d'assurance maladie, leur carte d'assurance sociale. Est-ce qu'il serait possible, nous avons une solution, de nous donner aux organisations comme la nôtre une ligne dédiée pour rentrer en communication avec vos fonctionnaires? Parce que quand on le fait, on doit toujours recommencer. C'est impossible d'avoir un numéro de dossier. On doit toujours parler à une nouvelle personne. Je pense que la solution est simple et serait, je pense, très efficace. Alors. Merci. Oui.
Merci pour le travail que vous faites, qui est extrêmement important pour nous. Vous savez, quand, en tant que pays, on a accueilli maintenant presque 35 000 réfugiés syriens au cours de la dernière année, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, c'est le gouvernement fédéral qui l'a fait. » Quand je vais à l'international, ils disent « Mais comment est-ce que vous êtes comme gouvernement qui peuvent accueillir des gens pendant que d'autres gens ont peur et referment les frontières? » Puis j'essaie d'expliquer que c'est pas le gouvernement qui a fait le gros du travail, c'est vous. C'est les Québécois, les Canadiens, d'un bout à l'autre de ce pays qui ont ouvert leur communauté, leur maison pour accueillir, pour aider, pour accompagner ces nouveaux arrivants, parce qu'on sait que quand quelqu'un vient pour bâtir un avenir pour eux, pour leurs enfants, ils vont aussi contribuer à notre communauté, ils vont enrichir notre pays. Et c'est une compréhension de cette grande richesse que nous avons en tant que pays, que nous devons protéger, que nous devons soigner. Ça fait plusieurs années que notre système d'immigration ne fonctionne pas à la hauteur des attentes des Canadiens. Quand on est arrivé, j'ai dit oui, on va accueillir 25 000 réfugiés syriens. Les gens en immigration canadienne ont dit non, non, on peut pas, ça se fait pas, c'est une promesse électorale, ça se fait pas. J'ai dit ben ça se fait puisqu'on va le faire. Il dit, mais non, mais ça se fait pas. Il dit, regardez, on va le faire. Et on a pu pousser, créer un certain choc à l'intérieur du système d'immigration. On a pu faire ça pour démontrer que c'était possible. Mais il reste beaucoup de défis à l'intérieur de notre structure, de notre département. Et d'ailleurs, le ministre John McCallum a fait une job extraordinaire pour accueillir les gens, mais je viens de confier ce ministère-là à un jeune, un ancien avocat qui est venu ici au Canada, réfugié de Somalie à 16 ans, Ahmed Hussein, qui a la responsabilité d'améliorer les services offerts par notre système d'immigration. Parce que c'est une chose de pouvoir accueillir des gens, c'est une autre chose entièrement de pouvoir bien les accompagner, bien les aider à s'intégrer, à leur donner les outils nécessaires, à régler des petits problèmes qui surviennent toujours. Et c'est comment on va pouvoir créer ces investissements qu'on va pouvoir mieux accompagner et assurer la réussite des nouveaux arrivants, mais aussi c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer en tant que pays de croire dans l'aspect positif de l'immigration, parce qu'on va voir les gens arriver ici et réussir, et participer pleinement, et apprendre le français et l'anglais ailleurs au pays, et d'être des participants à pleine partie de notre société. Donc, oui, on a des travaux à faire. Je ramène votre suggestion pour essayer d'améliorer la façon qu'on répond, qu'on suit les dossiers. Dans l'instant, je vous encourage fortement d'aller voir votre député, vos députés. Sûrement, vous travaillez déjà avec eux. On va s'y mettre à continuer de travailler avec vous. Mais merci pour le travail que vous faites. Merci. Vous en arrière, là, monsieur. Non, complètement en arrière. Oui, dans le T-shirt gris. Bonjour, monsieur Trudeau. Merci beaucoup. Guillaume Gagnon, lobbyiste et directeur du Centre de recherche et développement en marijuana. J'ai une question aujourd'hui pour vous. Croyez-vous que, selon le règlement, le RACFM, le règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales, le terme producteur désigné, qui donne la possibilité à un individu de produire pour 4 patients par endroit, qui peut avoir jusqu'à des droits de production de 100 plants extérieurs. Croyez-vous que c'est la solution pour permettre un marché équitable et harmonieux de la marijuana au Canada, et aussi de permettre aux petits criminels qui ne sont pas avec le crime organisé et qui produisent une marijuana équitable, selon moi, de passer du marché illégal vers le marché légal avec les producteurs désignés, et ce, dès maintenant? Merci pour votre question. On est en train, comme vous savez, comme tout le monde le sait, de procéder à la légalisation
et le contrôle de la vente de la marijuana au pays. Et ça, on est en train de le faire pour 2 raisons très, très simples, très claires. D'abord, parce que actuellement, nos jeunes ont trop facilement accès à la marijuana. C'est plus facile pour un jeune de 15-16 ans d'acheter un joint que d'acheter une bouteille de bière. Si on contrôle et on réglemente, au moins, de la même façon qu'on est en train de contrôler la vente de l'alcool, on va rendre ça plus difficile. Vous allez me dire, mais oui, il y a des jeunes qui obtiennent quand même de la bière, ça, on le sait. Mais y a-t-il un marché noir pour de la bière au Québec? Non. On a contrôlé et réglementé le marché pour l'alcool. On voudrait faire la même chose pour la marijuana pour que les gens aient au moins 18, 19 ans, dépendamment de la province, pour pouvoir acheter la marijuana. En plus de ça, en contrôlant, en réglementant la vente et la distribution de la marijuana, on va enlever l'élément du marché noir, on va enlever l'élément criminel, les gangs de rue, le crime organisé, les trafiqueurs d'armes, qui profitent actuellement énormément de la vente de la mari, et on va pouvoir percevoir peut-être quelques impôts dessus, pas pour avoir une grosse source de revenus, mais pour pouvoir permettre de mieux gérer les conséquences et des centres de désintox et les traitements qui vont avec. En plus de ça, on va pouvoir faire plus de recherches et on va pouvoir réglementer le système que nous avons pour la marijuana médicale, qui est... Le système actuel a été mis sur pied par le gouvernement Harper et on peut s'entendre que ce n'est pas le bon système. Quel sera le bon système? On est en train de travailler là-dessus et on espère pouvoir présenter un projet de loi d'ici le printemps pour qu'on avance sur ce dossier-là. Il y a des gens qui proposent de décriminaliser immédiatement en attendant qu'on amène une structure, mais je vais vous dire que non, on ne va pas faire ça tout de suite, parce que décriminaliser, ça ne fait rien d'abord pour rendre ça plus difficile pour que les jeunes aient accès à de la mari, et deuxièmement, ça oblige encore un marché noir, un marché criminel pour vendre la marijuana. Donc, jusqu'à ce qu'on change la loi actuelle demeure. Soyez patients, ça s'en vient, mais on va le faire de la bonne façon. C'est ce à quoi les Canadiens s'attendent. Merci beaucoup pour votre question. Vous, monsieur. Oui. Bonjour. J'aimerais savoir à combien de temps on peut s'attendre à un règlement sur le lait diafiltré, sur les poulets dissimulés aux douanes. Merci. Oui, merci. D'abord, répéter encore une chose que je dis depuis longtemps. Le Parti libéral du Canada défendra toujours la gestion de l'offre. C'est nous qui l'avons mis en place il y a plus que 40 ans. On continue à le défendre et on va continuer de le défendre dans l'avenir. Je comprends, on est en train de regarder à signer des ententes commerciaux à l'international, mais on en a signé des grosses tout en défendant la gestion de l'offre et on va continuer de le faire. Par rapport au lait diafiltré, c'est un enjeu que j'entends régulièrement des députés libéraux du Québec. On a 40 députés qui entendent régulièrement des producteurs agricoles, des producteurs laitiers, à quel point c'est important de régler ce dossier qu'on a avec les États-Unis. On a fait des avances là-dedans. Je souligne la stratégie nationale sur les ingrédients que l'industrie a mis de l'avant. Nous, on a mis sur pied un 350 millions de dollars pour l'industrie laitière
pour pouvoir moderniser et s'adapter à la nouvelle réalité du libre-échange avec l'Europe. C'est un marché de 500 millions de personnes auquel on a maintenant accès. Ça va être très bon pour nos producteurs fromagers, nos producteurs de lait, mais il va falloir qu'on en profite, il va falloir qu'on sache comment utiliser ce nouveau marché pour créer des revenus, des opportunités pour nos producteurs. Avec les États-Unis, évidemment, la nouvelle administration va amener ses propres préoccupations, ses propres perspectives sur différents enjeux, mais je peux vous assurer qu'on va fortement défendre les intérêts des producteurs agricoles canadiens. On va défendre l'intérêt de l'économie canadienne avec la nouvelle administration et je sais que nous allons continuer de défendre notre industrie agroalimentaire ici au Québec et partout au Canada. Merci pour la question. Madame, en rouge, en arrière. Thank you very much, Mr. Trudeau. Since the inception of the National Health Plan some 50 years ago, funding for psychiatry and mental health services have been grossly underfunded compared to the other areas of health care. Your attempt to link the mental health and home care to the supplementary funding offered to the provinces is commendable. Of particular concern in this area are services to minority populations. Most of the public services in this area are available in French only. It is only in the last 10 years that we have had a group dedicated to trying to help the English population in this area. I would really appreciate your comments on this subject. Merci. Thank you. Si vous permettez, je vais répondre en français pour que tout le monde puisse entendre, mais merci de votre utilisation de nos deux langues officielles au pays. Mais on est au Québec, donc je vais répondre en français. Les investissements qu'on propose de faire pour notre système de santé sont faits parce qu'on a entendu à travers le pays les préoccupations que les gens avaient par rapport à la santé mentale, par rapport aux soins à domicile. Ça faisait 10 ans qu'on avait un gouvernement fédéral qui ne parlait pas avec les provinces de notre système de santé, qui n'était pas en train de chercher à améliorer les services, à améliorer le système dans sa façon de répondre aux grands enjeux auxquels on fait face, au vieillissement de la population, aux nouvelles technologies. Et je suis très content qu'on est en train de s'engager avec les provinces à ce niveau-là. On a déjà 7 premiers ministres à travers le pays qui sont en train de travailler avec le gouvernement fédéral sur notre nouvelle façon de faire et j'espère avoir des accords avec les autres provinces bientôt. On offre... Parlant de système de santé, est-ce que... OK, c'est une chaise qui est tombée de l'estrade, là. Ça va, monsieur? Merci. Alors, on s'est engagé à investir des milliards de dollars de plus pour donner aux provinces pour qu'ils investissent en santé mentale, en soins à domicile. On comprend tout à fait la responsabilité pour le système de santé est une compétence provinciale. On respecte ça absolument et évidemment au Québec, on est très, très sensible à ça. Mais on sait très bien que la santé mentale et les soins à domicile sont une priorité pour le Québec aussi. Alors, je suis très fier de ce qu'on est en train de travailler avec eux pour investir des milliards de dollars de plus. Je sais que les Canadiens s'attendent à ce que les milliards de dollars de plus qu'on va investir du fédéral dans le système de santé soient réellement dépensés dans le système de santé, mais c'est compris par les provinces. Donc, par rapport aux services dans les 2 langues officielles,
évidemment, c'est un enjeu qui me préoccupe juste parce que on est un pays bilingue et pour moi, que le bilinguisme, ça ne veut pas dire que tout le monde se doit de toujours pouvoir parler anglais et français dans toute situation, mais ça veut vouloir dire que toute personne qui parle une des deux langues officielles se sente chez eux partout au pays. Et c'est exactement le principe sur lequel on s'est reposé quand j'ai pu choisir à la Cour suprême un Canadien de Terre-Neuve qui parle un français magnifique parce que le message a été passé que si on veut être juge à la Cour suprême, on se doit d'être bilingue. C'est automatique et c'est même pas parce que les gens doivent pouvoir entendre tous les arguments dans les deux langues officielles. Il y a de la très bonne traduction pour simultané quand ça se passe. Pour moi, la préoccupation, et les gens vont reconnaître cette situation-là, quand les juges se parlent entre eux, discutent d'un enjeu, et quelqu'un qui a travaillé longtemps au gouvernement à Ottawa, je vois à quel point que quand tu as une dizaine de personnes autour d'une table, puis il y a quelques francophones et quelques anglophones, on finit trop souvent par parler anglais parce que souvent les anglophones ne parlent pas français aussi bien que les Français parlent anglais. C'est la règle. Mais pour moi, c'est important d'exprimer en tout temps dans leur langue et que les juges francophones soient obligés de parler anglais pour que tout le monde puisse les comprendre. Pour moi, c'est pas de donner la liberté et la pleine force du jugement de ce juge-là. Alors, pour moi, c'est important que tous autour de la table, à la Cour suprême, puissent comprendre l'anglais et le français, puissent discuter dans les deux langues selon l'enjeu. Alors, on continue à défendre le bilinguisme dans notre système fédéral à travers le pays et on continue à défendre les minorités linguistiques minoritaires. J'ai été professeur de français à Vancouver. C'était pas facile, mais il y a une belle communauté francophone à Vancouver. Il y a beaucoup de gens qui envoient leurs enfants en immersion. Il y a encore énormément de valorisation pour nos deux langues officielles et on va continuer de défendre nos langues officielles. On va continuer de défendre les droits des minorités linguistiques à travers le pays. Merci pour votre question, madame. Quelqu'un d'en avant? Oui, toi. Hello, it is an honor to be addressing you tonight, first of all. And I wanted to ask you, we all know President-elect Trump has spoken about restricting global trade and keeping things more American. So I wanted to know, what's that going to mean for Canada? Will it mean that we'll have more jobs because we'll be forced to do the same as them? Thank you. La réalité, c'est que nos deux économies sont extrêmement bien intégrées. On sait qu'il y a des millions d'emplois au Canada qui dépendent du commerce avec les États-Unis. Mais on sait aussi qu'il y a des millions d'emplois aux États-Unis qui dépendent du commerce libre avec le Canada. Et pour le mettre en chiffres, il y a 35 États américains pour qui leur numéro 1 en termes de destination, d'exportation, c'est le Canada. Alors, si le nouveau président veut commencer à imposer des barrières aux frontières, il va voir qu'il va y avoir beaucoup d'États, beaucoup de compagnies, beaucoup de syndicats qui vont lui dire rapidement que c'est pas dans l'intérêt de la croissance économique des États-Unis et surtout de la classe moyenne américaine qui a en grande partie été la motivation de M. Trump et a été ceux qui ressentent les frustrations qui ont aidé M. Trump à gagner. Alors, moi, ce que je compte avoir avec le nouveau président américain, c'est de relations de travail constructives. On va pouvoir parler de l'intégration de nos économies qui existent actuellement et de s'assurer qu'on est en train de défendre des emplois de la classe moyenne des deux côtés de la frontière.
tout en reconnaissant que le Canada est en train d'être ouvert à la mondialisation, qu'on reconnaît que le traité de libre-échange qu'on vient de signer avec l'Europe, que le travail qu'on est en train de faire pour ouvrir des marchés pour les produits canadiens en Asie fait partie de l'importance et de la réussite pour les emplois canadiens. On sait que des industries qui exportent beaucoup au Canada payent en moyenne des salaires 50% plus élevés que des industries qui n'exportent pas ou peu. On sait que c'est des bons emplois pour la classe moyenne, pour les gens qui travaillent fort pour en faire partie. On va continuer de miser sur l'ouverture sur le commerce international. Évidemment, il y a des conversations importantes à avoir avec la nouvelle administration et pour protéger nos acquis et pour continuer d'avoir une vision engagée, positive envers le monde. Mais je suis très, très confiant que nous allons pouvoir trouver cet équilibre respectueuse mais ferme, que le Canada a ses priorités et va continuer de défendre l'ouverture, la croissance économique à travers la mondialisation et surtout s'assurer que les Canadiens, les petites et moyennes entreprises comme les grosses entreprises ont encore accès aux partenaires à l'international parce que c'est notre droit en tant que pays souverain. Merci beaucoup. Vous, monsieur. Mr. Prime Minister, nice to be here. Alec Van Zuyden, Mayor of Mayor's Cliff. You know what? I really don't know if I have a question for you. Closer? Yeah. But something I want to make you, maybe your people are aware of it, maybe you're aware of it, but we've talked about employment, we've talked about innovation. I've been involved in a number of companies, some very small, some big. You know, they're today at 63 million, 220 employees, some mom and dad trying to make it through. Innovation, ridiculously important. And I understand the feds are there and they're doing things. But here in the townships, 53 or very close, 53% of jobs are from the little companies, 1 to 4 people, right? And so when you talk about innovative ideas, innovative solutions, I understand the centralized portion of it. I understand the big boxes and the support they can get, but the little people need help. So maybe you can form the question for me, but how do we move it from the big guys to the little guys to the regional and move it from regional to the local people? Because without innovation, these things won't last. And in the townships, that's 53% of employment. Thanks, Justin. Merci beaucoup. La réalité, c'est que quand on regarde l'avenir de notre économie, on sait que les gens qui sont des entrepreneurs, les gens qui sont innovateurs, qui vont travailler dans des petites, des moyennes et des très petites entreprises, c'est la base de beaucoup de nos communautés, pas juste à Ayers Cliff, mais comme tu dis, à travers l'Estrie, à travers le Québec, même à travers le Canada. Et une chose qu'on remarque, et on n'y pense pas assez souvent pour moi, c'est que être une petite entreprise, ça ne te limite pas de devoir vendre de l'autre côté de la rue ou au village à côté. On fait partie, on a accès à un marché mondial où il y a des gens en Chine, il y a des gens en Europe qui seraient très ouverts à acheter nos produits, même de petites et moyennes entreprises, des vins de glace du Québec, des produits agricoles de grande qualité, des petits produits innovateurs. Le brand du Québec, le brand du Canada est reconnu à travers le monde comme étant gage de qualité, de responsabilité, et est très désirable pour les consommateurs à l'international. On se devrait d'innover pour pouvoir permettre à nos petites entreprises de justement trouver des marchés un peu à l'international. C'est pour ça d'ailleurs que quand je suis allé en Chine il y a 6 mois, on a ouvert un pavillon Alibaba pour le Canada qui permet aux petites et moyennes entreprises canadiennes
offrir directement leurs produits aux consommateurs chinois. Si on pense toujours à la Chine comme étant un pays de production de biens, souvent de bas qualité, qui remplissent nos grands magasins, mais la Chine est en train d'être transformée. Il y a énormément de consommateurs de la classe moyenne qui veulent des produits de qualité pour leur famille, des produits de prestige, et le Canada est très, très bien vu. Alors, comment on va pouvoir appuyer nos très petites et moyennes entreprises pour pouvoir participer plus dans les marchés internationaux? Comment on va pouvoir les innover pour qu'ils soient, les aider à innover et à renouveler et à augmenter leur efficacité, leur productivité pour pouvoir mieux compétitionner à l'échelle mondiale? Pour moi, c'est le trajet sur lequel on doit se trouver. Donc, je suis tout à fait d'accord. C'est pas juste une question de s'assurer que les grosses compagnies canadiennes puissent innover. C'est de donner les outils d'innovation à tous les Canadiens, à tous nos petites et moyennes entreprises. Et c'est justement sur ça qu'on est en train de travailler, mais on va avoir besoin de votre aide et de votre leadership aussi pour nous amener ces gens-là, pour encourager les gens de continuer à réfléchir au plus grand monde dans lequel le Canada continue d'être un grand joueur en termes de produits de qualité, que ce soit des produits agricoles, des produits artisanaux ou des produits comme la C-Series. Les produits canadiens sont de grande qualité et les gens commencent à reconnaître ça à travers le monde. Merci pour votre question. Vous, madame. With due respect, dear Excellency, first I am so thanks from our God for giving me the chance to talk with the first and number one person of the country. A person who always thinking or hardworking to make better life to live and facility for their people. A person that his name starts with just. I would warm welcoming your presence to the lovable and beautiful city of Sherbrooke. I have to say a lot, but lack of time. I am so excused to take your high price time. I have a small suggestion on behalf of Muslim community who live at entire of Canada. If it is possible to off or to give holiday to Muslim celebrating a day called Eid. I am so thankful and grateful for having the change, not only me, all entire of a Muslim who live in Canada. Thank you very much and merci beaucoup. Merci. Comme j'ai dit auparavant, c'est pas vraiment moi que vous devrez être en train de remercier, c'est les Canadiens eux-mêmes qui ont répondu pendant la dernière élection et depuis à cette idée que nous devons faire plus pour accueillir, pour s'assurer que on permet des gens de venir, de travailler, de réussir et de devenir Canadiens à pleine partie. Vous savez, on est très content et très chanceux au Canada. D'accepter la différence comme source de force et non comme source de faiblesse. Dans différents pays à travers le monde, à différents moments, ça a toujours été, surtout dans des moments de stress, d'anxiété économique ou d'autres, facile de pointer l'autre du doigt et de dire « Ah, ils sont pas comme nous, c'est de leur faute, on va les exclure, on va profiter de cette exclusion pour se rassurer. » Mais ici au Canada, c'est plus difficile de vraiment pointer l'autre parce qu'on est déjà tellement différents à l'intérieur de notre population. Depuis les origines de ce pays, on avait les Autochtones qui ont vécu depuis des millénaires sur cette terre. On avait les Français, on avait les Anglais. Et dès la base, un Canadien,
on pouvait avoir deux Canadiens qui étaient complètement différents l'un de l'autre, mais qui étaient autant Canadiens l'un que l'autre. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été super facile, que ça s'est toujours bien passé. Mais maintenant, au 21e siècle, on peut regarder l'histoire, les histoires de discrimination, les histoires d'exclusion qu'on a vécues. Et la lutte ici au Québec pour la protection de notre belle langue et de notre identité. Pour moi, ça fait partie de comment nous allons et nous avons appris à être une société qui comprend que d'accepter ces différences, d'apprendre les uns des autres, ne vient pas affaiblir notre identité, notre histoire, notre capacité d'être fiers de qui nous sommes, mais qui venait enrichir notre pays. Et ce n'est pas toujours facile. Et il y a toujours des processus d'apprentissage. Mais on sait surtout quand on regarde les conflits qu'on voit à l'international, les conflits qu'on voit dans des villes à travers le pays, que cette capacité de s'écouter les uns les autres, d'apprendre les uns des autres, de partager nos célébrations, nos peines, nos difficultés, nos espoirs, ça fait partie de la grande force que nous avons et de la leçon que nous devons partager avec le monde entier. C'est trop facile de pointer l'autre du doigt. C'est plus difficile de chercher des points en commun. Mais ce que nous savons très bien ici au Québec et partout au pays, c'est que nous avons tous beaucoup plus en commun les uns avec les autres qu'il y a de choses qui nous séparent. Et de bâtir une société confiante, ouverte, fière de notre identité et prête à la partager, c'est au cœur de cette réussite magnifique dont le monde continue d'avoir besoin énormément. Merci. Vous, monsieur. Merci beaucoup. On recommence. Merci de me donner la parole. Robert Ranger, Ville de Magog. L'Estrie, c'est l'environnement. Alors, ça va vous toucher beaucoup. Alors, Magog travaille avec la ville de Sherbrooke, de Bromont, pour essayer de faire un transport en commun ferroviaire de Magog, de Sherbrooke, de Bromont et d'autres villes pour aller à Montréal, pour dégager la ville de Montréal de ses autos. Alors, si on pouvait avoir un bon service de transport en commun ferroviaire, bien, on aurait moins de pollution, moins d'autos sur les rues, et la ville de Magog et la ville de Montréal seraient dégagées de ça. Est-ce que vous pourriez nous aider à faire ce projet-là? Merci. Merci pour la question, pour la proposition. On sait que le transport collectif est extrêmement important dans les investissements que nous devons faire dans les années à venir pour être et mieux pour l'environnement, pour réduire l'achalandage, pour innover au niveau des technologies qui vont aider les gens de se rendre de chez eux au travail, de passer plus de temps avec leur famille en qualité de vie. Mais une chose que j'ai bien apprise au fil des années, surtout à regarder le gouvernement fédéral précédent, c'est que c'est pas au gouvernement fédéral de décider de ce qu'une ville ou ce qu'une communauté a de besoin ou non. Nous devons d'être des partenaires avec les municipalités, partenaires avec les provinces, de respecter leurs priorités, d'écouter leurs propositions, de travailler avec la population pour répondre aux besoins. Quand le fédéral commence à dire « on va faire ceci, on va faire cela chez vous, puis ça va être bien », ça fonctionne pas. Donc, pour ce projet-là, on s'est engagé à des investissements en infrastructure dans les années à venir. On parle de 180 milliards de dollars pour la prochaine décennie, ce qui est beaucoup. Mais à l'intérieur de ça, il va falloir quand même faire des choix.
Et la façon qu'on va prioriser les différents projets, la façon que on va regarder qu'est-ce qui va être le bon investissement pour notre pays, c'est d'être à l'écoute des représentants municipaux, d'être à l'écoute à la province, d'être à l'écoute des citoyens pour voir c'est quoi le plan que nous avons pour répondre aux défis et aux opportunités auxquelles nous faisons tous face. C'est ça que j'ai comme perspective. Alors, je vous encourage de travailler et avec Québec, évidemment, mais aussi avec notre ministre d'Infrastructure au fédéral pour regarder quel genre de projet que vous avez sur pied. On a déjà investi des milliards de dollars dans une première phase d'investissement en infrastructure, en transport collectif, mais on a beaucoup d'argent à venir et on cherche des bons projets qui vont aider les communautés à s'épanouir, les gens à réussir, tout en protégeant l'environnement et augmentant la productivité. Et j'ai bien hâte de voir les discussions entamées avec vos communautés. Merci beaucoup. Question en arrière. Madame. Juste ici. Non, pas en arrière, pardon. En avant ici. Derrière monsieur, mais pas... Madame en vert, là. Thank you. I'm Marilyn Lewan. I'm from Ariscliffe, and concern I have is that for over a year we've been trying to bring a refugee family into Ariscliffe and raising funds, but that's not the issue. The issue is that we're associated with the Hope Community Church in Lennoxville, and Paul McLean heads up that church, I believe. Anyway, Paul went to Amman, Jordan a year ago, and again this last Christmas time, and to help bring in initially 13 Iraqi Christian families into the area, and various churches and ourselves are trying to sponsor these families. Now, one of the frustrations Lennoxville's been having is that they have raised the funds, have everything in order since last spring, as far as I know. And the process of bringing these families in is very, very slow. And at this point in time, these families have nothing. And when I asked Ms. McLean, I said, does that mean they have nothing or they don't have much? She said they have nothing. No money to pay rent, to buy food, clothing for children. They're sitting, waiting in Amman, Jordan. They're in apartments. They're not in camps. They have no outside resources such as NGOs. Australia and the U.S., up until maybe this Friday, are bringing these families in. And in fact, some of the families that Paul McLean initially cleared have already gone to the U.S. and Australia. And it seems very frustrating. I'm grateful for 25,000, 30,000 people, Syrian refugees being brought to Canada, but for privately sponsored families, it just seems as though the resources aren't there to bring them here. And I think it's morally wrong. Maybe it's not our responsibility to feed people over in Jordan, but at the same time, as a community in the world, I think we have some responsibility to bring them in as soon as we can. Merci, merci. Vous savez, notre ministre de l'Immigration, l'ancien ministre de l'Immigration,
il disait souvent quand il voyageait à l'international, il rencontrait ses homologues, les ministres d'immigration d'autres pays. Il disait qu'il était le seul dans sa catégorie. Parce que tous les autres ministres d'immigration à travers le monde font face à une population qui est en train de leur dire « Ralentissez l'immigration, arrêtez d'amener des gens dans notre pays ou limitez ça. » Et John se faisait tout le temps dire par les Canadiens « Faites-en plus, amenez-en plus, faites ça plus vite. » Et c'est quelque chose de précieux que nous avons en tant que pays, mais c'est quelque chose d'important à sauvegarder en même temps. Nous devons d'avoir un système qui est juste, qui est équitable, qui est rigoureux, qui va s'assurer que les étapes sont faites de la bonne façon. Et je comprends que ça peut être frustrant. Je comprends que les gens, surtout quand vous avez des contacts avec les familles que vous voulez amener, vous êtes motivés à pouvoir les aider tout de suite. On comprend ça et on fait tout ce qu'on peut pour avoir un processus qui se fait de façon responsable et assez rapide. Mais nous devons avoir un processus. Les Canadiens doivent avoir confiance que les gens qui viennent ici ont passé les tests de sécurité, ont passé les tests médicaux, qualifient pour venir ici de façon à être qu'on puisse être convaincu qu'ils vont pouvoir réussir une fois arrivés ici. Il y a bien des préoccupations que nous avons parce que ce qu'on a, on ne peut pas le prendre pour acquis. C'est pas donné que pour le restant des années, des décennies à venir, le Canada va toujours être ouvert à l'immigration. On a vu que des pays qui ont déjà été ouverts à l'immigration commencent à se refermer. C'est donc essentiel de pouvoir protéger cet atout incroyable qu'on a, cette confiance que les Canadiens ont dans notre système. Est-ce qu'on peut améliorer notre système? Est-ce qu'on a besoin de plus d'investissement pour que ce soit plus efficace? Absolument. Mais il faut en même temps protéger l'intégrité de ce système et de protéger la confiance précieuse que les Canadiens ont dans les nouveaux arrivants et dans leur piste vers la réussite. C'est l'équilibre, des fois très difficile, qu'il faut chercher, mais je sais qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Merci beaucoup. Et on a le temps, malheureusement, pour juste une dernière question. Alors, vous, monsieur. Oui. Thank you, Prime Minister. I'm really thankful to you. I'm really from my heart. It's my first year in Canada, and I've been came from Afghanistan, and it's like a really big appreciation from you, sir. It's like a dream come true that I meet you, and it's like I follow you since a really young age. Since I follow your father and everyone, they are my teachers, so they will probably angry at me that I speak in French. Don't speak in French, so yeah. Pratique un petit peu ton français. Oui, merci beaucoup. So it's like I'm learning just from 4 months, so it's French is so hard to learn. So I want to thank you. It's my dream to take a selfie with you, sir. But and I'm really a big fan, sir. And everything you do, sir, I believe in humanity. Like if it's still in this world. When I look at you, sir, and it's really an emotional moment for me because I lose my father in this way. And when I look up to you, and I feel like you're a father to me, and I really look at you, and I wish that this system of refugee, that everything that don't stop, please, sir. It's like Syria. I'm really happy for them, and it's a really human thing, and it's a really good thing. And I just want to know.
I just want to know that maybe, sir, if you bring someone from Afghanistan also, and people like the workplaces and everywhere, sir, it's like living there is really hard, and I go through this life, so I understand everything. And sir, don't forget to take a selfie with me, please. Bon. Faut que je dise, je suis vraiment surpris et surtout touché de voir à quel point on voit ce dynamisme par rapport à l'immigration ici en Estrie, ici à Sherbrooke. C'est vraiment à votre honneur de comprendre à quel point, c'est depuis longtemps, c'est important pour cette communauté, c'est important pour notre pays d'être ouvert et accueillant et vous le faites très bien ici à Sherbrooke et en Estrie. Félicitations. Il y a trois dynamiques pour moi par rapport au système de réfugiés et trois niveaux auxquels il va falloir qu'on travaille. Oui, on se doit, en tant que pays qui a l'opportunité d'accueillir des réfugiés ici au Canada, mais on parle de 60 millions de réfugiés à travers le monde actuellement, c'est sûr. On ne peut pas les accepter tous, on ne peut même pas accepter beaucoup plus qu'on est en train d'accepter maintenant. Donc, oui, on peut en accepter beaucoup, mais il y a d'autres choses à faire aussi. On a d'autres responsabilités. Il faut pouvoir travailler avec les pays comme la Jordanie, comme le Liban, comme la Turquie, comme d'autres, qui sont des endroits où les réfugiés se retrouvent en fuyant des conflits comme la guerre en Syrie, pour aider ces pays-là à gérer cette masse humaine, pour pouvoir les appuyer, pour pouvoir assurer que pendant les années qui sont là, les enfants vont pouvoir aller à l'école pour ne pas perdre une génération et leur donner des opportunités ou bien d'aller ailleurs ou bien de s'établir dans ces pays-là. Et ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'il faut être plus présent dans les conflits qui donnent lieu à des réfugiés, que ce soit chercher une résolution politique, diplomatique en Syrie, que ce soit répondre aux conflits qui ragent en Afrique. Les endroits où les gens sont en train de fuir pour essayer de bâtir une meilleure vie pour eux, pour leurs enfants, on a une responsabilité en tant que pays fortuné d'aider, pas juste pour des raisons morales, mais bien pour des raisons de vouloir un monde plus stable, où il y a moins de réfugiés, où les gens vont pouvoir avoir des pistes de réussite chez eux sans venir dans d'autres pays. On a besoin de créer ces opportunités dans le monde. Et je trouve que c'est un très beau point sur lequel on peut finir, parce que je suis très, très fier du travail que le Canada est en train de faire à l'international. Je suis très, très fier du travail que le Canada est en train de faire au niveau du développement international, du travail qu'on est en train de faire à travers le monde pour donner des options, des alternatives, de l'aide à des communautés, à des individus qui vivent des moments très difficiles et pour qui le Canada est une source d'aide qui les autonomise, qui leur donne l'espoir pour pouvoir réussir chez eux avec notre aide. Et je suis très, très fier que vous avez ici en région la ministre qui est responsable pour ça, Marie-Claude Bibeau, notre hôte ce soir. Merci Marie-Claude pour le travail que tu fais. Tu représentes de façon magnifique les gens de l'Estrie, mais tu représentes surtout les valeurs québécoises et canadiennes à l'international de façon magistrale. Merci beaucoup Marie-Claude. Merci